Bonjour à tous. Lors de l'élection présidentielle de 2017, le candidat socialiste Benoît Hamon avait proposé l'idée d'installer un revenu universel d'existence qui serait dédié à tous les citoyens. Cette idée de revenu universel n'est pas récente, elle date en réalité de l'époque coloniale, et de nos jours, certains pays comme la Finlande commencent à l'expérimenter. La Suisse également a refusé sa mise en application par référendum. Le revenu universel d'existence est donc un sujet d'actualité, d'économie et de société qui fait aujourd'hui débat, et qui fait d'ailleurs l'objet d'une commission d'information au Sénat en France depuis le 31 mai. À travers cette vidéo, nous allons voir ce en quoi il consiste, quelles en sont ses modalités d'application, quelles en sont les principales critiques, comment pourrait-on le financer, ou encore quelles en seraient les conséquences sur l'économie. Je vais donc tout vous expliquer sur le revenu universel en tâchant de respecter la règle des 3 C. Clair, concis et compréhensible. Et non pas clair, concis et circoncis comme certains pourraient croire. Je préfère faire les blagues nulles moi-même avant que quelqu'un les fasse. Donc concrètement, en quoi consiste le revenu universel? Le revenu universel, ça consiste à verser tous les mois une somme à chaque citoyen, sans aucune condition, cette somme étant cumulable avec d'autres revenus comme le salaire. Alors, l'idée vient d'une tribu indienne des États-Unis qui avait instauré un don de terre à chaque membre de sa société à la naissance. L'idée a ensuite été théorisée par l'intellectuel Thomas Paine et consistait alors à donner à chaque individu un lopin de terre égal pour l'agriculture ou un tout autre usage. Bon, aujourd'hui, il apparaît évident que si on fait un revenu universel, ça apparaîtrait sous la forme financière. Cependant, cette idée de revenu universel est très controversée. D'un côté, les partisans, comme Benoît Hamon lors de la présidentielle, pensent que ce dernier favoriserait l'égalité entre les citoyens, ce qui, je le rappelle, fait partie de la devise de notre République, et encouragerait les activités de bénévolat, donc la solidarité et donc la fraternité, ce qui fait également partie de la devise de notre République. Et d'ailleurs, le revenu universel laisse la liberté aux citoyens de travailler ou non, ce qui correspond au troisième mot de notre devise nationale. Donc on a, au travers du revenu universel, la devise nationale liberté, égalité et fraternité. De l'autre côté, les contradicteurs pensent que celui-ci favoriserait une activité et l'assistanat. Mais on peut facilement répondre à cela que c'est sans doute déjà le cas avec nos aides sociales actuelles, donc sur ce plan, instaurer un revenu universel ne changerait pas grand-chose. De plus, aujourd'hui, de nombreuses personnes ne travaillent pas pour pouvoir continuer de percevoir leurs aides, qui sont souvent plus élevées qu'un potentiel salaire. Tandis qu'avec le revenu universel, ils pourraient travailler et continuer de toucher leurs aides. Donc au contraire, le revenu universel permettrait aux gens qui pourraient facilement tomber dans l'assistanat de travailler pour gagner plus. Tandis que sans le revenu universel, ils perdent leurs aides s'ils travaillent. La principale critique qui est alors fondée sur le revenu universel réside dans son financement. Effectivement, il nécessiterait des centaines de milliards d'euros, et ce serait pour la plupart irréalisable. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Parlons des modalités d'application. Il y a plusieurs divergences, notamment déjà concernant l'âge. Certains veulent le réserver uniquement aux adultes, d'autres à tous sans condition d'âge. Je pense qu'une bonne solution intermédiaire, et là c'est mon avis personnel, ce serait de le donner à tous les majeurs et de donner la moitié d'un revenu universel pour chaque enfant, aux parents, pour participer aux frais, et l'autre moitié de ce revenu universel serait accumulée au fil des années sur un compte en banque au nom de l'enfant, qui lui serait donné le jour de sa majorité. Donc déjà, on remplace les allocations familiales et on permet aux jeunes à leur majorité d'investir, notamment dans l'immobilier, et de payer leurs études. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes aimeraient faire des grandes études, mais n'ont pas forcément les moyens. Un autre point de divergence, ça concerne le montant. Certains veulent qu'il ne soit pas trop élevé, pour pas trop encourager l'activité, c'est-à-dire environ en moyenne 545 euros. D'autres veulent que, c'est-à-dire le montant du RSA. D'autres veulent que ce soit le contraire, c'est-à-dire qu'il soit plus élevé, c'est-à-dire environ à 800 voire 1000 euros. À savoir que donc le montant du RSA à ce jour est de 545 euros et 48 centimes, et le montant avec un enfant est de 818 euros et 22 centimes. Voyons maintenant comment un système comme le revenu universel pourrait être financé. Tout d'abord, la première idée, ça consisterait à supprimer les aides sociales comme le RSA, les APL, les allocations chômage et les retraites, qui seraient toutes remplacées par le revenu universel. Ce serait une bonne idée sur le papier en tout cas, car le montant des dépenses liées aux aides sociales en France en 2013 était d'environ 715 milliards d'euros. Si on divise ce montant par le nombre d'habitants en France, on obtient un revenu universel et qu'on verse
ce montant en forme de revenu universel, on obtient un revenu universel de 10 687 euros, soit 890 euros par mois, par personne, sans augmenter d'un seul centime les dépenses publiques. Et si on plaçait un revenu universel inférieur à 890 euros par mois, on diminuerait donc les dépenses publiques. Certains pensent qu'il faut augmenter l'impôt sur le revenu pour le financer. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Il faudrait au contraire le baisser pour stimuler le travail, la croissance, l'emploi, la production, l'économie du pays et le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est un avis personnel. Ma solution préférée, et on en parlera largement dans une autre vidéo, c'est la taxe sur les transactions financières. Cette solution est tout simplement magique, car les sommes sur ce marché sont tellement gigantesques, on estime à plus de 150 milliards de dollars, et c'est en dollars qu'on calcule, par jour en France, sont calculés dans la bourse, sont transférés dans la bourse, sont échangés, je cherchais le mot, sont échangés dans la bourse. Et donc, environ plus de 4000 milliards dans le monde. Donc les 150 milliards de la France, c'est rien, mais c'est énorme. Et avec ces 150 milliards, on pourrait largement combler le déficit de l'État avec une petite taxe de moins d'1%. Et si ces 150 milliards appartenaient à l'État, on pourrait payer plus de 68 000 fois le montant des aides sociales en France. C'est vous dire qu'une taxe sur les transactions financières, même légère, ça serait magique. Donc financer le revenu universel et rembourser nos aides en quelques dizaines d'années, c'est possible avec une taxe sur les transactions financières. Mais j'aborderai plus précisément cette taxe, ses modalités d'application, ses avantages, mais également ses défauts dans une autre vidéo. Les conséquences de l'instauration d'un revenu universel sont aujourd'hui assez difficiles à prédire. Une étude est actuellement réalisée en Suède sur un échantillon de 2000 personnes, mais bon, c'est assez peu représentatif de 2000 personnes. Et la Suisse a récemment rejeté sa mise en application par un référendum. Mais j'espère, en tout cas à titre personnel, que d'autres pays vont expérimenter le revenu universel. Il y en a sans doute d'autres, mais en faisant mes recherches, je n'ai pas suffisamment approfondi, je pense. Et j'espère que plus de recherches vont être menées et qu'un jour on pourra aboutir à un véritable projet sur le revenu universel. Cependant, on peut quand même prédire une évolution du marché du travail. Certains individus seraient tentés probablement de plus travailler pour compléter leurs revenus. On aurait donc probablement une baisse du chômage, donc une baisse du montant des allocations chômage. Puisque s'il y a moins de chômeurs, on paye moins de chômeurs. Et on augmente le pouvoir d'achat, donc la consommation, donc la production, donc les recettes de l'État, donc l'impôt sur le revenu, donc la TVA, et on entre dans un cercle vertueux. Les cercles vertueux sont très importants en économie. Et pour conclure, je citerai Charles Dennery, qui est un doctorant actuel à la London School of Economic and Political Science, qui disait qu'avant d'instaurer un revenu universel, il faudrait réformer l'impôt sur le revenu, le marché du travail et le système de retraite. Mon avis personnel, oui, il faut le faire, en tout cas il faut en parler, il faut l'étudier plus profondément, il faut persévérer dans cette commission élaborée par le Sénat pour en discuter, il faut faire des études, il faut le tester sur des échantillons de personnes, il faut faire des simulations, et si c'est possible, si c'est réalisable, et je pense que ça l'est, il faut l'appliquer. Je vous remercie tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie très particulièrement pour ceux qui regardent des vidéos de ma chaîne. Ça me touche particulièrement et ça me donne envie de continuer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.